24 heures après les discours du président de la République sur l'état de la nation devant le Congrès, le Parlement réuni en Congrès. C'est un rendez-vous annuel où le président de la République vient parler aux Congolais, dire aux Congolais ce qui a été fait. En l'occurrence, c'était le premier exercice depuis sa brillante réélection en janvier dernier, donc depuis le mois de janvier jusqu'à hier 11 décembre, le président de la République est venu conformément à la Constitution répondre à ses devoirs constitutionnels. Et donc ce soir, nous commençons une série des briefings où nous reviendrons sur certains axes du discours du président de la République. Évidemment, les axes sur lesquels le président de la République a planché concernent tous les secteurs de la vie nationale. Donc pour certains, on pourra regrouper les questions avec certains collègues pour pouvoir les aborder, mais nous avons pensé aborder le premier point qui n'était peut-être pas le point de l'ouverture de la discussion du discours du président de la République, parce que le président de la République a commencé par parler de la vie chère, des préoccupations sociales. Et d'ailleurs, parmi ces préoccupations qui touchent au quotidien de Congolais, il y a la question des embouteillages. Et donc ce soir, nous avons à nouveau le privilège d'avoir parmi nous le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, M. Jacquemin Chabani, avec qui nous allons revenir sur un certain nombre de points que le président de la République a abordé concernant son secteur de l'intérieur. Vous avez suivi que le président a parlé de la lutte contre le banditisme urbain qui ne concerne pas seulement Kinshasa, il faut le préciser. Pour Kinshasa spécifiquement, il y a la question des embouteillages. Peut-être que le VPM nous fera brièvement le résumé de la réunion qui devait tenir dans le cadre là justement par rapport aux instructions que le président de la République avait annoncées hier dans ses discours. Et puis nous aurons évidemment l'occasion de revenir, pourquoi pas, sur l'une ou l'autre question concernant les chefs coutumiers et les questions de son ressort. Monsieur le vice-premier ministre, nous sommes encore une fois de plus heureux de vous avoir dans les cas de ces plateaux pour cet exercice des redevabilités un peu spécial, parce que le président de la République hier, il est revenu sur un certain nombre de sujets vous concernant. Peut-être qu'avant que nous puissions rentrer dans les vifs du sujet, les secteurs qui est le vôtre, donc de l'intérieur, de la gestion de province, a été parmi, en tout cas, l'un des points principaux abordés par le président de la République dans son discours. C'est dire l'importance de votre secteur, monsieur le vice-premier ministre. Oui, c'est un secteur non seulement important, mais aussi sensible. Un secteur sur lequel le gouvernement dirigé par Madame Judith Souminois est en train de tant soit peu faire bouger les lignes, parce qu'il est principalement ici question de le deuxième pilier du programme du gouvernement, c'est-à-dire sécuriser les populations et le territoire. Il est aussi question de restaurer l'autorité de l'État. Et je crois que nos concitoyens, selon le rapport fait par le président de la République au cours de cette session du Congrès, ont constaté que le gouvernement de la République a posé un certain nombre d'actes qui ont amené à ce que des réponses soient données sur ces différents volets, non seulement sur le volet de la sécurisation, mais aussi sur le volet de la restauration de l'autorité de l'État, qu'elle soit coutumière ou politique et civile. Alors, monsieur le vice-premier ministre, on va parler évidemment de l'opération Ndobo, parce que c'est plus ou moins ce que le président de la République a résumé lorsqu'il parlait de la lutte contre le banditisme urbain. Mais le président de la République a commencé son discours en parlant de la problématique notamment des embouteillages. Et je sais que les instructions qui vous ont été données, vous devez tenir une réunion à ces propos. Est-ce qu'on peut avoir quelques grandes lignes des discussions que vous avez eues aujourd'hui? Je présume que la réunion est lieu aujourd'hui, avec notamment votre collègue de transport et tous les experts attitrés. Dans la réunion avait lieu d'évaluation a eu lieu avant-hier. Il est vrai que la circulation dans la ville de Kinshasa est une problématique qui préoccupe le gouvernement au plus haut point, et qu'un certain nombre d'instructions avaient déjà été données depuis un certain temps, ce qui avait fait à ce qu'une commission se mette en place au sein du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures et différents services
rattachés à ces trois ministères. Une série de réunions avait été faite et il avait été levé l'option sur certains tronçons de la ville de Kinshasa d'adopter une solution, je peux l'appeler comme cela, une solution de sens unique. Mais bien avant cela aussi, nous avions commencé une campagne de civisme sur la route. Alors, la solution de sens unique a été adoptée sur 4 tronçons, si je ne me trompe pas. Et nous avons eu un certain nombre de réactions et de retours qui a amené à ce qu'on convoque il y a 3 jours une grande réunion d'évaluation que nous avons tenue au ministère de l'Intérieur. Et c'était à la demande d'ailleurs de Madame le Premier ministre. Et nous allons faire un rapport assez détaillé au cours du Conseil des ministres de ce vendredi, qui va permettre au gouvernement de la République d'évaluer aussi avec nous tout ce que nous avons reçu comme observation des différents services qui étaient présents à cette réunion et prendre une orientation sur la continuité ou non, l'amélioration sur le plan pratique et technique de toutes ces options levées pour désengorger les routes de la ville de Kinshasa. Mais est-ce que les Kinois peuvent s'attendre à la levée de la mesure? Je crois que le Conseil va nous édifier autour de l'autorité et des différents responsables. Nous allons prendre la bonne option. Voilà, avant que nous ne prenions les propos du président de la République, hier au cours du discours sur l'état de la nation, monsieur le vice-premier ministre, vous avez lancé l'opération Ndobo. Alors, il y a quelques semaines, il y avait l'opération Panthère Noire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que l'impression parfois, de manière générale, c'est que c'est des opérations qui concernent spécifiquement Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les déroulés et les séquences de cette opération? Parce que les problèmes des banditismes urbains se posent malheureusement à travers plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes saisis sur la question du banditisme urbain depuis un peu plus de 3-4 mois, je crois, dès l'avènement de notre gouvernement, du gouvernement actuel. Et nous avons tenu une série de réunions qui a amené le commandement de la police nationale congolaise à nous proposer un plan opérationnel. Un plan opérationnel à l'échelle nationale pour gérer, réguler et maîtriser ce phénomène qui déstabilise nos villes, nos cités, nos agglomérations. Et il avait été décidé que ce plan opérationnel ait pour ville pilote la ville de Kinshasa et qu'il soit dupliqué au fur et à mesure dans les autres provinces et les autres grandes villes de la République démocratique du Congo qui subissent ce phénomène-là. Donc nous l'avons pratiqué pendant plusieurs semaines dans la ville de Kinshasa et il s'est fait que le vendredi de la semaine passée, nous avons tenu une grande réunion avec le commandement national de la police, mais aussi celui de la ville de Kinshasa, pour évaluer dans les détails l'action de la police sur terrain et identifier les faiblesses et arriver à trouver les voies et moyens d'améliorer pour donner les réponses tant attendues par nos concitoyens. C'est en conclusion de cette réunion du vendredi que nous avons décidé de passer à une étape supérieure. Et cette étape supérieure a fait l'objet d'une nouvelle formulation du plan opérationnel et nous l'avons dénommé tous ensemble avec les responsables de la police, le gouverneur de la ville de Kinshasa qui était aussi présent à cette réunion. Nous avons dénommé cette opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau, les maîtriser, les neutraliser et les mettre à la disposition de la police. Alors c'est une opération qui se déroule aujourd'hui à Kinshasa et je peux aussi informer l'opinion qu'au niveau du gouvernement et avec le Conseil supérieur de la justice, nous venons de mettre en place aussi notre commission technique qui travaille sur la duplication
de la deuxième phase de ces opérations, qui est une phase juridictionnelle, parce que tous ces criminels que nous sommes en train de neutraliser et maîtriser, nous les mettons à la disposition de la justice. Nous sommes en train de le faire ici à Kinshasa à travers des audiences foraines, et nous allons très bientôt nous déployer dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Lubumbashi, à Goma, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani, des villes qui sont identifiées par le commandement de la police nationale comme des villes où le taux de criminalité est inquiétant et nécessite une action gouvernementale forte. Donc l'opération Ndobo est une opération nationale qui a débuté principalement dans la ville de Kinshasa, mais qui va très prochainement se dupliquer dans les autres villes. C'est-à-dire il y a des villes qui connaissent aussi déjà au niveau de leur commandement provincial des actions contre le banditisme urbain, mais qui vont avoir l'avantage de connaître un appui opérationnel spécifique venant du commandement général de la police qui va venir les aider à finaliser, à bien réduire ce taux de criminalité. Et il va s'en suivre de la même manière qu'on le fait à Kinshasa, la phase juridictionnelle où on défère tous ces criminels en audience foraine, en audience foraine devant les juges pour qu'ils soient sanctionnés. Et donc avec des sanctions évidemment exemplaires. On va prendre rapidement la question d'Éric Izami à ces sujets avant que nous ne puissions progresser dans le cadre de cet exercice. Merci Excellence pour la parole. Je voudrais commencer par vous féliciter vous deux parce que vous êtes venus au pouvoir et vous avez aux responsabilités et vous avez été élevé socialement, mais vous avez gardé. Je suis très regardant. On a parlé de route des bouchons. Moi, la question est de savoir ici, monsieur le vice-premier ministre, en dehors de chef des corps, qui a le droit de circuler avec gyrophare, par exemple sur 24 novembre? Ça crée aussi des embouteillages et des bouchons. Alors, deuxièmement, le chef de l'État, quand il est intervenu hier, il s'est adressé à la nation via les congrès, les députés nationaux et sénateurs. Il a été très policé dans son langage. Il dit qu'il faudrait plutôt canaliser positivement les énergies de nos jeunes pour aller, par exemple, apprendre un métier. On a en focus ce qui se passe avec le général Kabouik, avec le service national. Félicitations à ce qu'il fait, mais on devra dupliquer ça. Mais entre-temps, vous-même aussi au sein du gouvernement, certains membres ont eu un propos dur parlant de la mort. Alors, c'est quoi l'option véritablement levée? Parce que ceux-là aussi, ces gangsters urbains, qu'on appelle à Kinshasa, par exemple, Kuluna, Maïbobo dans le nord Kivu, Goma, Bukavu aussi, du sud Kivu, ils tuent parfois. Bon, là, il n'y a pas trop de commentaires à faire, mais ça me rappelle une phrase d'un ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua. Oui, Charles Pasqua disait un jour, il faut savoir terroriser les terroristes, déstabiliser notre pays sur le plan social. Lorsque vous dénombrez le nombre de victimes, le nombre de familles qui sont aujourd'hui dans la détresse parce que vous avez un enfant qui a reçu un coup de machette sur la tête, les cicatrices sont là, ça vous stresse, ça vous déstabilise, et que vous êtes responsable, que vous êtes gestionnaire et que vous devez gérer cette question, y mettre fin. Par moment, vous devez avoir un langage sévère, un langage qui va neutraliser aussi, rien que par la parole. Dissuasif. Qui est dissuasif. Et ce n'est que dans ce sens-là, mais sinon nous sommes un état de droit. Nous avons qui fait son travail selon les prescrits, selon la Constitution et les lois de la République. Donc je venais d'expliquer ici que l'opération dans laquelle nous sommes, c'est une opération facile à comprendre et à expliquer. Elle se fait selon les prescrits et les procédures en la matière. Donc nous avons une police qui a la responsabilité de la répression et de l'arrestation. Elle fait son travail
et elle s'est mobilisée à travers un plan opérationnel qui a été traduit en commandement et que nous avons dénommé Opération Ndobo. Elle se saisit de ces criminels, de ces délinquants qui sont à la base du banditisme urbain et elle les met à la disposition de la justice. Maintenant, notre justice, elle a des procédures qui sont des procédures légales. Et c'est des auditions, c'est des audiences foraines et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et il y a ces initiatives prises par le président de la République depuis son premier mandat d'avoir réveillé, animé, restructuré une institution aussi louable comme celle du service national, qui veut à ce que ces jeunes, qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. Le président de la République a aussi aujourd'hui fait en sorte à ce que notre constitution soit respectée avec l'enseignement gratuit. Tout ça sont des réponses à ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui nous avons, il faut le vivre, il faut le voir, il faut entrer en contact avec cette réalité de la criminalité et du banditisme urbain. C'est des centaines et des centaines, peut-être des milliers de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qui sont malheureusement dans ce fléau, dans cet engrenage. Et il y a des mécanismes mis en place par le gouvernement, par le président de la République pour les en sortir. Mais il y a aussi la justice. Parce qu'il y a des récidivistes et il y en a parmi eux qui n'arriveront malheureusement pas à se resocialiser. Et c'est des décisions de responsabilité qu'il faut savoir prendre. Et le gouvernement est là pour ça, pour sécuriser l'ensemble de la communauté. Et la loi prévoit des sanctions. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés, conformément à la loi. Voilà, merci. On va prendre la question de Peter Tiani. Bonjour Excellence, VPM, bonjour Monsieur le Ministre, merci pour la parole. Très heureux d'être en face de VPM Jacques Machabani. 3 petites préoccupations. La première, c'est, je vais m'excuser s'il y a de redites parce que derrière, on a un peu du mal à entendre. L'opération Ndobo. D'abord, je vous félicite depuis que vous avez pris vos fonctions. On sent quand même une interactivité, combien même que certains de votre parti politique sont déjà en train de vous tirer à boulet rouge. Mais l'opération Ndobo, on a tendance à lancer des opérations. Mais monsieur le ministre, monsieur le VPM, ceux qui font le travail, c'est la police. Le général est ici. Deux fois, on voit eux qui descendent sur terrain pour appréhender ces Koulouna, parce que je parle d'eux. Peut-être assez souvent, ils ont un problème de moyens. On voit même ce Koulouna-là s'attaquer même aux policiers. Des policiers sont victimes. Pour cette fois-ci, au grand mot, les grands remèdes, quels sont les moyens que vous avez mis à disposition pour que la police soit réellement en mesure de faire son travail sur le terrain? Parce qu'il y a des coins où ces délinquants agissent. On voit même des souciettes saccagées parce que le policier manque de moyens. Deuxième petite question adressée au ministre de la Communication et des Médias. C'est l'actualité, monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Il y a un rapport de Amnesty International qui parle de massacres. On a tué des Congolais. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Merci. Dernière question, parce qu'il s'agit de l'adresse du chef de l'État devant l'Assemblée nationale de changer la vie des Congolais. Monsieur le vice-premier ministre, pour vos questions. Oui, bon, la première, je dois dire que moi, lorsque je suis arrivé dans mon ministère, le ministère de l'Intérieur, la première des choses que j'ai faites, c'est de me rapprocher des
de mon administration. C'est un ministère qui a plusieurs services. Vous avez parlé de la police, mais il y en a plusieurs. Il y a 5 secrétariats généraux et il y a d'autres services. J'ai fait un effort de me rapprocher d'eux, de me rapprocher de la police. Et je fais un effort d'être le plus régulièrement avec eux pour partager les dossiers du ministère. Et l'une des initiatives ou des préoccupations que j'ai eues, c'est d'améliorer ce qui va aboutir. Et moi, je vous rassure que tout ce que nous avons entamé comme dossier va atteindre ces objectifs. C'est une question de temps. La République démocratique du Congo est un très grand pays, un vaste pays. 33 villes, c'est immense. C'est pas à comparer avec tout ce qu'on a comme pays voisins ou avec d'autres pays. Donc, ce sont des œuvres immenses. Nous les avons entamées, nous allons les réaliser. Les conditions de travail, j'ai parlé des SOUCIAT, de la mobilité et de l'équipement. C'est en cours. Je crois que depuis quelques mois, vous êtes en train d'observer. À l'initiative du président de la République, nous sommes en train de doter la police des moyens de mobilité. C'est valable aussi pour les administrateurs du territoire. Et ça, tout cela va dans le sens aussi de leur permettre de faire leur travail. Le principal, c'est de sécuriser nos populations. Donc, nous sommes en train de doter la police de tous ces moyens. Et je crois que cette police aussi a besoin d'être mise en confiance et d'être responsabilisée. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Vous avez constaté que à peine nous les avons sollicités. Nous avons sollicité la police nationale à faire encore mieux et plus. Un vendredi et le samedi, la nuit du samedi au dimanche, avec l'opération Ndobo, je crois que la cueillette a été rendue publique. C'est l'œuvre de la police nationale. Donc ici, il faut que nos concitoyens, que les Congolais réalisent qu'elle a une police nationale. Elle est là, elle est effective. Il faut la mettre au travail. C'est ce qu'il nous a été demandé au sein du gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et avec cette police, nous allons sécuriser le peuple congolais. Il faut nous faire confiance et juste nous donner le temps de faire ce travail. Et c'est ce travail que nous allons faire. Nous le faisons aujourd'hui à Kinshasa. Et je suis convaincu que dans un espace, le temps que nous accédions à la prochaine année, au mois de janvier, la ville de Kinshasa ressemblera à autre chose. Elle sera plus vivable et on va retrouver la ville que nous avons connue, nous, dans notre jeunesse, parce que nous sommes Kinois. Nous allons le faire en province et nous allons sécuriser nos concitoyens en province avec la police nationale congolaise, parce que c'est une police patriote qui a besoin juste d'être responsabilisée et de lui donner d'abord les moyens politiques. C'est ça le rôle du gouvernement et du ministère, mais aussi ensuite lui doter de tous les accessoires qui lui permettent de faire son travail. Moi, c'est un engagement que j'ai pris et nous l'avons pris avec le commandement de la police pour toute la République et nous le prenons avec chaque commissaire provincial pour chaque province et on va atteindre notre objectif. Alors, concernant la Constitution, qu'est-ce que... non, nous voulons mieux faire. Nous voulons mieux faire et nous sommes souverains et nous discutons avec le souverain primaire. Vous, en tant que VPM, en quoi est-ce que la Constitution vous empêche, vous, d'exercer votre travail? J'ai la difficulté, par exemple, je vous donne un exemple qui peut paraître trivial. J'ai une lourde responsabilité de garantir la stabilité des provinces. C'est un exercice qu'on fait au sein du ministère de l'Intérieur dans une interaction avec les assemblées provinciales et les gouverneurs de province. Pourquoi nous sommes amenés à faire ce travail? Parce que tel que l'assemblage constitutionnel est fait, nos assemblées provinciales sont à la base des instabilités de nos provinces à travers leur prérogative de contrôle qui, des fois,
apparaissent comme des prérogatives d'instabilité. Et cela ressort de notre Constitution d'aujourd'hui. Alors, si on peut améliorer cela en revisitant la Constitution, il n'y a aucun mal. La difficulté ici, c'est qu'on veut faire croire aux Congolais que revisiter la Constitution est un crime. Tous les pays du monde le font régulièrement. Vous allez en Belgique, c'est chaque année, chaque mandat, que ces textes-là sont revisités. Tire la pensée profonde du président de la République. Le président de la République a parlé de réforme constitutionnelle, mais le président de la République a aussi parlé de la nécessité pour nous de réfléchir. En fait, les débats actuellement, ils portent sur quoi? Parce qu'on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Ici, le principe énoncé par le président de la République, c'est de réunir le Congolais pour discuter autour de ces textes pour rendre l'État plus efficace. Parce que, avec la pratique, on a constaté, et le vice-premier ministre vous a donné un exemple concret. Et donc ici, il faut considérer qu'avec ce que le président de la République a dit hier, il faut attendre. C'est lui, dans ses prérogatives de garant de la nation, qui a ouvert les débats. On attendra de voir la composition de la commission, les termes et les références qui seront fixés, et comme ça, en ce moment-là, on pourra continuer et faire les débats, à proprement parler. Donc peut-être que je reviendrai à la fin pour vous répéter mot pour mot ce que le président de la République a dit. Alors, vous avez posé la question sur le rapport d'Amnesty International. Bon, d'abord, le rapport qui est fait concerne de faits qui se sont déroulés il y a au moins une année. Et c'est des faits pour lesquels je pense que nous avons eu l'occasion de revenir dessus. Le prédécesseur du vice-premier ministre ici, le vice-premier ministre de l'époque, Peter Kazadi, et le vice-premier ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, se sont rendus au Nord Kivu, à Goma. Il y a eu évidemment une enquête qui a été faite à leur niveau, et il y a eu une enquête qui a été faite au niveau de l'auditorat. Il y a eu des sentences. Aujourd'hui, on ne saura peut-être pas aller dans le détail parce que l'affaire est encore pendante. Il y a les travaux en appel qui doivent se faire, en tout cas dès que la justice l'aura décidé. Il y a eu de condamnés. Alors la question, lorsque Amnesty International fait son rapport, la question c'est de se dire d'abord ici, ce que nous on n'a pas attendu Amnesty International, qui vient une année après la commission des faits. Il y a eu un procès en flagrance. Il y a eu 2 membres du gouvernement qui ont été dépêchés sur place et qui ont donné des réponses sur base des pièces qui leur ont été communiquées. Moi, encore une fois, on ne peut pas aller dans le fond du dossier, mais il aurait été souhaitable pour Amnesty International, à travers ses experts, que si eux disposent des preuves impliquant, par exemple, ou démontrant la responsabilité du général Ndima, ils peuvent le transmettre, des pièces, parce que les pièces qu'ils évoquent, il faut peut-être qu'on se réfère à notre justice, parce que nous considérons comme gouvernement que sur cette question, il y a une réponse qui a été donnée de manière flagrante, les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites, il y a un procès en appel qui est attendu. Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Parce que la démarche derrière Amnesty International, je présume, n'est pas différente de la nôtre, parce que nous voulons que justice soit dite. Et cette justice a commencé déjà à être dite en attendant que le procès soit totalement bouclé. Et donc si Amnesty estime qu'ils ont des éléments nouveaux permettant d'établir la culpabilité des uns des autres, parce que la justice congolaise, lorsqu'elle a agi sur le sujet, elle n'agissait pas au visage des uns et des autres. Elle agissait en fonction des faits qui étaient établis. Et je pense que cette précision doit être de mise, parce que parfois, il ne faudrait pas donner l'impression que nous-mêmes, on ne sait pas rendre justice lorsqu'il y a des problèmes. Et lorsque nous, on a rendu justice, on doit venir nous dire que la justice n'a pas été bien rendue, parce que pour certains, pour eux, il fallait absolument que tel ou tel autre
puisse être arrêté. Alors, je crois qu'on a répondu à vos questions. Sur la Constitution, on y reviendra encore de toute façon à d'autres occasions. Je voudrais, Monsieur le Vice-Premier ministre, avant que nous puissions continuer, que nous puissions écouter un extrait du discours du Président de la République qui a parlé, cette fois, de l'implication des civils dans la sécurité. Peut-être que vous pourrez nous en dire un peu plus sur comment cela se déroule. À cet effet, le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration. Monsieur le Vice-Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? En fait, dans le cadre de la politique sécuritaire mise en place par le gouvernement, nous avons d'ailleurs signé dernièrement ici deux arrêtés ministériels qui créent et organisent les comités locaux de sécurité. Les comités locaux de sécurité se trouvent à différents niveaux. Ils sont provinciaux, ils sont territoriaux, ils sont urbains et ils sont aussi dans les quartiers. Et nous sommes passés ici à une phase de vulgarisation et nous insistons aussi pour nous réaliser qu'à différents niveaux, ces comités locaux non seulement existent, c'est-à-dire sont institués, mais sont fonctionnels, avec certaines exigences de rapport qui montent d'échelon en échelon jusqu'à arriver au dernier niveau, c'est-à-dire au niveau national. Et lorsque nous aurons tissé cette toile et qu'elle sera mise en place dans toutes les circonscriptions, si je peux les appeler ainsi, c'est-à-dire villes, quartiers et avenues, on aura tissé un réseau sécuritaire plus fiable qui nous permettra non seulement d'avoir les bonnes informations, mais qui va responsabiliser aussi le citoyen dans son milieu de vie. Et à travers cette politique sécuritaire, on est convaincu qu'on va renforcer les différents services qui travaillent déjà, c'est-à-dire la police et les autres services de la famille, de la grande famille sécuritaire. On va les renforcer et on va diminuer la capacité d'action de toutes ces bandes de criminels qui seront facilement repérables, identifiables et neutralisables. Voilà, on va poursuivre la série des questions avec M. Richard Chako, puis ce sera Mme Christiane Ekambo. Merci beaucoup. Monsieur le VPM, j'ai 3 préoccupations. La première, opération Ndobo, opération Zéro Kuluna, opération Panthère Noire, bien que ça ait été lancé par votre prédécesseur. Pourquoi 3 opérations qui visent les mêmes objectifs, mais avec des dominations différentes? Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement va en ordre dispersé avec ces 3 opérations qui, à mon sens, sont fonctionnelles simultanément? C'est la première préoccupation. La deuxième, est-ce que voulez-vous nous faire un bilan, un pré-bilan, si vous voulez dire, de l'opération Ndobo que vous avez lancée il y a peu, et rassurer la population sur l'aboutissant de l'opération Ndobo, parce qu'on parle des exécutions sommaires de ceux qui seront condamnés à mort, que ça va se faire parce qu'il y a déjà des réactions des ONG des droits de l'homme. Comment ça va se faire? Sera publiquement ou comment pour rassurer la population sur ça? La troisième préoccupation, c'est pour lutter contre les embouteillages, quoi. Il n'y a pas longtemps aussi, ici, le commissaire divisionnaire adjoint
de la police, Kilimali Maki ici, avait lancé aussi une opération politique contre les embouteillages et interdire aux motocyclistes d'accéder à la commune de la Gombe. Il a lancé les drones pour visualiser ceux qui enfreignent au cours de la route. Est-ce que ces drones sont toujours dans les airs, n'ont jamais atterri, ou qu'est-ce qui en a? Merci beaucoup. Voilà, opération Ndobo, opération Panthère, opération Zéro Kuluna. Moi, je crois que vous n'allez pas vous fatiguer des opérations mises en place. Vous n'allez pas vous en fatiguer. Nous faisons notre travail. Et à chaque fois qu'on aura une initiative à prendre, on la prendra. Vous n'avez pas à vous focaliser sur la dénomination de nos opérations. Vous avez à vous focaliser sur les objectifs que nous nous sommes fixés, le travail que nous faisons, vous l'évaluez. Les noms des opérations, je crois que vous en entendrez encore. Mais nous sommes un gouvernement. Je vous ai expliqué le fil conducteur de l'action que nous sommes en train de mener contre le banditisme urbain. Et ce fil conducteur va de la police, ministère de l'Intérieur, à la justice, aux magistrats, ministère de la Justice. Et c'est là où il y aura des sanctions. Aujourd'hui, en termes de bilan pour l'opération Ndobo, qui a été sur terrain la nuit du 6 au 7, avec des actions menées sur toute la ville de Kinshasa, dans différentes communes. Je crois qu'il y a eu 7 communes en action, si je ne me trompe pas, c'est ça? 7. Nous avons 784 personnes qui ont été prises dans le filet par l'opération Ndobo, qui sont en cours de procédure à être déférés devant leur juge naturel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure ici, je ne sais pas pourquoi vous revenez sur ce sujet, nous avons un pouvoir judiciaire qui fonctionne selon les textes, selon des lois, les lois de la République. Les peines sont prononcées parce qu'elles se retrouvent dans un texte. Il n'y a pas de peine sans loi. Nous sommes un état de droit. Donc il faut, nous faisons notre travail, c'est-à-dire que nous avons neutralisé, nous avons saisi, nous avons arrêté 784 individus, identifiés et fichiers d'ailleurs. C'est des personnes, pour la plupart, qui sont dans le fichier criminel de la police nationale congolaise, que nous déférons devant les juges. Il faut laisser maintenant à ce pouvoir, qui est un pouvoir indépendant, le pouvoir judiciaire, il faut lui donner l'amabilité et le temps de faire son travail et de donner à chacun d'entre eux, selon ce qui lui est reproché, la sanction qui lui concerne. Quand vous me posez à moi cette question, je n'ai pas la réponse, parce que les audiences n'ont pas encore eu lieu, et je crois qu'il faut... On les organise et elles sont publiques. Nous avons sollicité, pour des raisons pédagogiques même, que certaines soient diffusées en direct pour interpeller la conscience collective de notre opinion nationale et surtout dans les quartiers et les cités concernées. Donc donnons-nous le temps d'avoir ces audiences, donnons le temps à nos magistrats de faire leur travail en toute indépendance, de se retirer aussi pour délibérer des sanctions. Les sanctions seront connues. Lorsqu'elles seront connues, ensemble, peut-être on pourra les critiquer si nous estimons qu'elles sont critiquables. Alors, pour les embouteillages, je vous ai dit que c'est une opération en cours. La police nationale, à travers sa police spéciale de roulage, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour lui permettre de bien gérer et réguler cette question, qui est une problématique. Hein. Ce n'est pas pour rien que le président de la République s'est permis de l'énoncer dans son discours devant la nation. C'est une problématique qui préoccupe le gouvernement, qui embête beaucoup nos concitoyens, sur laquelle nous travaillons, et tous les moyens. Nous y mettons tous les moyens. D'ailleurs, nous n'avons pas encore terminé. Au niveau du ministère, nous sommes sur des projets assez importants qui devront nous permettre de gérer dans des meilleures conditions
toutes ces situations avec la police de roulage, la police de la ville de Kinshasa. C'est des projets que nous viendrons ici solliciter l'antenne nationale pour communiquer cela à nos concitoyens. Je peux déjà donner le nom, c'est Kinshasa Smart, qui va nous permettre de mieux gérer et mieux réguler la ville de Kinshasa. Donc, entre autres les drones, mais il y a plus que les drones qui seront qui seront exploités pour permettre à la police de mieux faire son travail. De toute façon, c'est un travail transversal. Il y a une composante qui relève du ministère de l'Intérieur à travers la police et les autres services. Il y a une composante qui relève du ministère du Transport, une composante qui relève du ministère des Infrastructures, mais une composante qui relève des chauffeurs et des conducteurs. Parce que c'est aussi là un pendant important dans ce que nous connaissons comme problème dans la circulation routière. Avant de prendre, Monsieur le vice-ministre, les dernières questions... Et même des passants. Et même... Oui, parce que je peux vous dire qu'on a identifié au cours d'une de nos réunions que la République, la ville de Kinshasa, a fait des dépenses que les Kinois ne savent pas utiliser et justifier. Nous avons des passerelles sur le boulevard Lumumba que les Kinois n'utilisent pas. Ils ne les utilisent pas, mais ils préfèrent utiliser la chaussée réservée aux véhicules. Ça favorise les embouteillages. Non, on aura l'occasion, évidemment, d'y revenir. Je voudrais revenir rapidement sur ce que le président de la République disait justement sur cette question des Kuluna. Et on va prendre la dernière série des questions. On voit qu'avec la hausse de la criminalité dans la ville de Kinshasa, puisque c'est la ville pilote par rapport à l'opération Ndobo, qui a lieu de faire vite. Et pour faire vite, vous avez décidé de doter la police des moyens logistiques. Mais vous allez leur donner des moyens, leur donner cette capacité-là d'affronter les Kuluna. Mais est-ce qu'en amont, ils ont eu une formation pour traquer, pour affronter ces bandits qui sont des hors-la-loi? Ils sont ni loi, ni foi. Et on le sait. Et quand ils vous attaquent, ils n'ont pitié de personne. Ici, on voit souvent, combien de fois, on voit des gens qui ont appelé, on a entendu des gens qui appellent la police la nuit pour les secourir, qui sont attaqués dans leur maison, et que la police vous réponde, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'effectifs, il y a un problème d'hommes. Est-ce que le comité locaux qui va venir en renfort, ces comités-là, est aussi formé pour qu'ils puissent travailler de concert avec la police pour qu'il n'y ait pas de déviation? Oui, les comités locaux, ce n'est pas la police, c'est des citoyens qui ont des responsabilités dans les différentes juridictions. Ça peut être le maire, ça peut être le chef du quartier, ça peut être aussi l'agent de police du quartier qui constituent ensemble le comité local. Non, ce n'est pas eux. C'est vrai, nous avons effectivement cette problématique de déficit en termes d'effectifs au niveau de la police, mais c'est des questions sur lesquelles nous travaillons et je crois que très prochainement vous allez constater que des recrutements et des formations seront lancés dans certaines provinces où nous, la police, nous avons des écoles que nous sommes en train de réhabiliter qui vont accueillir ces formations pour renforcer la police. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas attendre tout cela. Nous avons des situations à gérer. Ce qui fait que pour l'opération Ndobo, nous avons mis à disposition du commissariat provincial de la police des policiers venant d'autres unités en renfort pour permettre à ce que ces actions se mènent. Et on a fait appel à la LENI, à l'IPH, qui ont donné des hommes qui permettent à ce que nous atteignions les objectifs que nous avons atteints le week-end passé au courant de la semaine ici. Ça va se faire aussi dans toutes ces villes où nous avons des difficultés, en attendant que nous sommes en train de renforcer la police avec les recrutements et les formations que nous allons lancer. Nous venons de déposer
un projet de loi de programmation de la police pour les prochaines années. Ce projet, s'il passe à l'Assemblée à la prochaine session, ça va donner des moyens davantage à la police. Parmi ces moyens-là, il y a aussi la politique de recrutement et de formation et même de dotation de tous ces matériels. Là, nous sommes déjà en train de le faire, mais cette loi va nous permettre de mieux le faire dans des meilleures conditions et selon la vision que nous avons de la réforme de la police. Mais voilà, oui. Donc il faut aller très vite, mais en attendant, on fait avec ce qu'on a et je crois que les Kinois sont quelque peu témoins des efforts menés par la police. La semaine qui va se terminer ici, la semaine prochaine, il y a des opérations très importantes qui vont être déployées dans la ville de Kinshasa, qui vont nous permettre encore de réduire parce qu'on va neutraliser ces bandes de criminels. Voilà, merci Monsieur le Vice-Premier ministre. On va prendre la dernière série des questions avec Pichu Mulumba, Monsieur Kanyunyu, et on va terminer par une question à Lingala de Jimmy Mukendi. Jean-Pierre Kaembe, venez s'il vous plaît. On reste dans le sujet du soir, évidemment, tout en sachant que le vice-premier ministre a déjà répondu à la plupart des questions, donc on va éviter de